Le vent glacé s'engouffra entre les bâtiments, mais ce n'était rien comparé à ce qui allait l'arracher à sa vie tranquille. Un souffle mécanique, violent, déchirant la nuit, comme si le ciel lui-même venait de se briser. Riley Carter sentit d'abord le sol vibrer avant même d'entendre les pales. 3 secondes plus tard, tout le parking fut englouti par un rugissement irréel, trop puissant pour appartenir à ce monde civil. Elle se retourna, le cœur frappant sa cage thoracique, croyant à un accident, un incendie, un crash. Mais ce qu'elle vit n'avait rien d'un hasard. Un hélicoptère militaire lourd, Black Ops, se posait au ras du bitume, envoyant de longues gerbes de poussière et de pluie sur les pare-brises. Les passants couraient en se couvrant le visage. Le vigile lâcha sa lampe torche. Les voitures CI tremblaient sur leur suspension. Et au centre du chaos, Riley resta figée, incapable de bouger, comme si l'air s'était matérialisé autour d'elle. Son service venait à peine de se terminer. Elle avait encore l'odeur des désinfectants collés à la peau et ses doigts portaient à des traces de gants trop longtemps serrés. Derrière elle, 2 infirmiers riaient, pensant d'abord à une évacuation médiatique, puis se moquant d'elle comme d'habitude. Elle, la silencieuse, la stagiaire, celle qui ne savait jamais se faire respecter. L'une d'elles lança, suffisamment fort pour qu'on l'entende malgré le vacarme. « Regarde-la !» Même un hélico la ferait sursauter. Riley baissa les yeux. Même maintenant, on trouvait de quoi la rabaisser. Elle resserra sa veste usée autour d'elle et accéléra le pas vers la sortie du parking, espérant échapper au brouhaha. Mais l'appareil se posa brutalement, presque exactement dans la trajectoire qu'elle prenait. Une seconde plus tard, la rampe s'ouvrit et une escouade de soldats en tenue tactique surgit, silhouette compacte, casque noir, visières abaissées. Ils avançaient d'un pas calculé, homogène, comme un seul organisme parfaitement entraîné. L'un d'eux hurla dans un micro haute puissance. « Où est la lieutenant-commandante Riley Carter ? Répondez immédiatement !» Le nom frappa l'air comme un coup de canon. Les gens autour cessèrent d'en de courir. Même le vent sembla s'arrêter. Riley sentit son estomac se contracter. Une bouffée de chaleur monta, si soudaine qu'elle en eut la nausée. Ce titre, ce grade, elle ne l'avait plus entendu prononcer à voix haute depuis 2 ans. Pas un seul collègue de Sainte Méridiane ne le connaissait. C'était une page qu'elle avait clouée, scellée, enterrée. Mais voilà qu'elle remontait, violente, inexorable. Le vigile Frank, qui la regardait souvent partir tard, cligna des yeux, confus, puis pointa un doigt hésitant vers elle. Je crois que c'est elle, mais c'est juste une infirmière. Le chef de l'unité se tourna entièrement vers elle. Sa posture, jusque-là tendue, se transforma en une sorte de révérence militaire respectueuse. Riley sentit ses jambes faiblir. Elle voulut se cacher, reculer, nier. Mais le flot de soldats s'avança. Même derrière leur visière, elle sentait leur regard glisser sur elle, la jauger, la reconnaître. Le chef s'approcha, joignit les talons et prononça avec une netteté glaciale « Madame, nous avons un code 0. Le capitaine Keane est en train de mourir. Et il vous a exigé. » De manière non négociable. La phrase lui déchira la poitrine. Jordan Keane, le nom qu'elle avait tenté d'oublier, celui qu'elle avait littéralement tiré d'un enfer de sable et de flammes lors de la mission de Helmand Ridge, celui qu'elle avait laissé derrière elle en quittant la Navy, persuadée d'avoir causé trop de morts. Elle fit un pas en arrière. Je crois que vous vous trompez. Je suis juste infirmière, rien de plus. Le soldat avança d'un demi-pas, abaissant légèrement sa voix, mais pas son autorité. « Non, madame. Vous êtes médecin combattant de la Navy, lieutenant-commandante Riley Carter, unité Falcon 9. Et la situation est critique. Nous n'avons pas une seconde. » Le monde se resserra autour d'elle. Le bruit du rotor se fit étouffer, noyé dans un bourdonnement sourd qui pulsait dans ses oreilles. Tout ce qu'elle avait construit depuis 2 ans, l'anonymat, la routine, la distance, l'oubli, venait de s'effondrer en un seul appel. Elle cligna plusieurs fois des yeux, incapable d'articuler une réponse. Derrière elle, sa collègue, celle qui l'insultait si volontiers, balbutia « Attendez, elle ? Non, c'est impossible, c'est juste Carter. » Riley inspira profondément, comme on respire avant de replonger la tête sous l'eau. Mais l'eau, cette fois, était un océan entier qui la rappelait à elle. La nuit vibrait autour d'elle, les lumières bleues de l'hélicoptère dansaient sur son visage, et dans cet entrelacement d'ombre et de souffle mécanique,
Elle comprit. Ce n'était pas un hasard, c'était une extraction, et elle en était la cible. Le vacarme de l'hélicoptère continuait de battre comme un cœur mécanique, mais Riley n'entendait presque plus rien. Les mots du soldat tournaient dans sa tête, lourds, pressants. Le capitaine Keane est en train de mourir. Ce nom qu'elle évitait depuis 2 ans la transperça comme une lame. Les visages autour d'elle s'effaçaient, les murmures aussi. Il ne restait que cette réalité brutale qu'elle avait tenté d'enterrer sous une existence anonyme. Un souffle d'air froid passa sur sa nuque, réveillant tout ce qu'elle avait enfoui. Helmand Ridge jaillit dans son esprit, non pas comme un souvenir détaillé, mais comme une sensation. La poussière brûlante contre sa peau, le poids d'un camarade effondré contre elle, les tirs dans le lointain, le silence final qui avait suivi l'explosion. Ce silence-là, elle le portait encore. Elle baissa les yeux, luttant contre la montée d'un vertige. Le soldat s'approcha, voyant son trouble. Il parlait plus doucement, mais sa voix gardait la fermeté de quelqu'un qui n'a plus le luxe d'attendre. « Il a demandé votre nom, madame, juste avant de perdre conscience. Il a dit que vous seul comprenez l'ancienne cicatrice. Sans votre intervention, nous le perdons. » Le monde sembla rétrécir autour d'elle. La cicatrice. Oui. Comment l'oublier ? Elle l'avait recousue sous les tirs, à genoux dans la poussière, la lampe frontale presque morte, 2 minutes avant l'arrivée d'un convoi qui n'était jamais arrivé. Une suture improvisée, non réglementaire, mais qui avait sauvé Keane ce jour-là. Une technique que personne ne pouvait deviner puisqu'elle ne l'avait jamais consignée dans aucun rapport. Elle sentit ses doigts trembler. Malgré tout, elle força sa voix à sortir. « Cela fait longtemps. Vous avez d'autres médecins, des chirurgiens formés. Aucun ne connaît cette zone, » coupa sèchement le soldat, « et il n'a confiance qu'en vous. » La phrase tomba comme un ordre. Riley voulut répondre, mais une autre voix la devança, stridente, agacée, dédaigneuse. « C'est ridicule !» lança Dr Sutton, poussé par sa colère d'être ignoré. « Vous voulez confier un cas vital à une simple infirmière civile ? À elle ? Elle peine déjà à suivre nos protocoles de base. » Derrière lui, des employés hochèrent la tête, croyant encore détenir la vérité sur Riley. Il ne savait rien, il n'avait jamais voulu savoir. Elle sentit la brûlure d'une familiarité douloureuse, ce même regard qu'elle avait reçu en entrant dans l'unité la première fois, trop jeune, trop calme, trop femme. Mais cette fois, elle n'était pas seule pour répondre. Le chef d'équipe, Green, pivota vers Sutton. Son regard n'avait rien d'agressif. Il était simplement froid, précis, sans une once de doute. « Docteur, dit-il d'un ton contrôlé, cette femme est lieutenant-commandante de la Navy, médecin combattant de Falcon 9. Elle a créé un protocole de triage utilisé par toutes les forces spéciales. Elle a maintenu en vie une unité entière sous une embuscade totale. Et aujourd'hui, elle est la seule personne capable d'empêcher la mort d'un capitaine décoré. » Sutton blanchit net. Autour de lui, les autres membres du personnel écarquillèrent les yeux, déstabilisés par l'écart entre ce qu'ils croyaient savoir et ce qu'ils venèrent d'entendre. Des chuchotements parcoururent le groupe, des phrases hachées. « Elle, lieutenant-commandante, c'est impossible. » Riley aurait voulu disparaître. Elle détestait être exposée ainsi, transformée en symbole par une vérité qu'elle avait voulu effacer. Mais Green n'avait pas fini. « Si vous souhaitez vous opposer, poursuivit-il calmement, je prendrai note de votre décision, et je l'enverrai directement aux autorités militaires compétentes. Cela inclut le Pentagone. » Le silence devint glacial. Sutton recula d'un pas, incapable d'émettre un son. Riley vit alors dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu, de la peur. Non pas pour un patient, mais pour lui-même. Elle inspira profondément. Elle n'était pas prête. Elle ne le serait jamais. Mais la question n'était pas là. Jordan est en train de mourir. Elle releva lentement la tête, croisant les regards des soldats. Dans leurs yeux, elle vit ce mélange qu'elle avait autrefois porté. Urgence, confiance, une forme de respect instinctif réservé à ceux qui agissent sans trembler. Elle essuya la pluie sur son visage, même si ce n'était pas de l'eau qui brouillait sa vision. « Donnez-moi ces constantes, » dit-elle enfin, sa voix retrouvant une part de son ancienne autorité. Tension, saturation, fréquence cardiaque et la pression atmosphérique exacte à la base, je dois savoir. Le soldat hocha immédiatement la tête et transmit les ordres. En voyant cela, Riley sentit un frisson étrange remonter le long de sa colonne. Une sensation
qu'elle croyait éteinte. Pas du courage, pas encore. Plutôt le réveil d'un instinct ancien, enfoui, mais jamais mort. Et pour la première fois depuis 2 ans, elle comprit que sa vie tranquille venait de s'écrouler. Non par violence, mais par nécessité. Jordan l'appelait. Le passé l'avait rattrapé. Le hall des urgences se remplit de cris étouffés, de pas précipités, de respirations courtes. Le personnel, habitué à voir défiler les drames humains, n'avait jamais assisté à une scène comme celle-ci. Des soldats d'élite encerclant une infirmière qu'ils appelaient « Madame » avec un respect presque cérémoniel. Cela heurtait toute leur certitude, et l'ego blessé de l'hôpital réagissait comme un animal acculé. Sutton, le visage congestionné, tenta de rétablir une forme d'autorité. Il s'avança jusqu'à Green, ignorant volontairement l'aura militaire qui entourait l'homme. « Vous n'avez pas le droit d'embarquer du personnel civil sans autorisation, ce n'est pas une base militaire ici. Je suis responsable du personnel présent, et elle est sous ma supervision. Elle n'a pas la formation requise pour votre opération, quelle qu'elle soit. » La voix de Sutton tremblait malgré lui, l'effet de la peur d'être dépassé, de perdre le contrôle, de découvrir qu'il n'avait jamais compris celle qu'il méprisait. Green ne répondit pas immédiatement. Il fixa Sutton comme on observe une anomalie dont on mesure la gravité. Puis il parla, calmement, sans hausser le ton, et cette maîtrise glaça davantage que n'importe quel cri. « Docteur, c'est vous qui n'êtes pas autorisé. » Une tension presque visible se répandit dans l'air. « Cette femme, continua-t-il, est médecin combattant de la Navy. Elle possède une classification de niveau Delta. Elle a servi dans des zones où vos protocoles civils sont inutiles. Elle a maintenu en vie plus de soldats que vous n'avez traités de patients. Et le capitaine Keane a explicitement ordonné qu'elle soit appelée. » Chaque mot frappait comme une gifle. Les infirmières derrière Sutton se ratatinèrent légèrement, incapables de soutenir le regard de Riley. L'une d'elles recula d'un pas, murmurant « Je ne savais pas. » Mais Sutton, poussé par une humiliation trop profonde, insista encore. « C'est absurde, je n'ai jamais vu la moindre preuve de ce que vous avancez. À l'hôpital, elle est lente, hésitante, incapable de prendre une décision sans supervision. » Green ne s'y a pas. Il s'approcha d'un pas, parfaitement droit. « Cela s'appelle l'humilité, docteur. Ce que vous prenez pour de l'incompétence, c'est la marque de quelqu'un qui sait exactement ce dont elle est capable et qui évite l'erreur la plus fréquente des civils, la vanité. » Un murmure parcourut le personnel. Certains détournèrent le regard, honteux. Riley, elle, restait pétrifiée. Tout se passait autour d'elle, mais elle se sentait presque absente, comme si son corps était resté sur le parking tandis que son esprit reculait vers un lieu sombre qu'elle préférait éviter. Elle ne voulait pas être défendue. Elle ne voulait pas qu'on l'expose, mais chaque mot prononcé par Green brisait davantage l'enveloppe fragile dans laquelle elle s'était retranchée. Elle ouvrit la bouche pour essayer de calmer la situation, mais le vacarme ambiant la coupa. 2 infirmiers venèrent d'entrer en courant. En voyant les cils, ils freinèrent net. L'un d'eux, celui qui se moquait toujours d'elle durant les pauses, demanda à demi-voix « Elle est vraiment lieutenant-commandante ?» Green répondit à sa place, d'un ton tranchant. « Elle n'a pas seulement ce grade, elle est l'une des rares médecins de terrain à avoir maintenu une unité entière en vie après une embuscade totale. C'est elle qui a extrait le capitaine Keane d'un cratère sous le feu d'un mortier. Et c'est elle qui a improvisé une suture thoracique que même nos chirurgiens expérimentés n'avaient jamais vue. » Les yeux se tournèrent vers Riley avec une stupéfaction presque naïve. Certains se mirent à se rappeler des détails qu'ils avaient ignorés. Sa façon de rester calme dans le chaos, sa précision sans faille, sa capacité à repérer un patient en danger avant même l'arrivée des alarmes. Tout prenait sens soudain. Et tout bouleversait la hiérarchie factice qu'ils avaient construite autour d'eux. Sutton tenta une dernière fois de se raccrocher à ce qui lui restait d'autorité. « Carter, » dit-il d'une voix aiguë, « vous restez ici, je vous l'ordonne. Vous êtes employé de cet hôpital. Vous ne partez nulle part sans mon accord. » Cette fois, un rire bref échappa à l'un des soldats. Green, lui, resta imperturbable. « Docteur, vous n'avez aucune autorité sur un officier de la Navy en mission. La seule chaîne de commandement à laquelle elle répond est la nôtre. Et je vous conseille de reculer avant de commettre une faute grave. » Sutton recula d'un pas, puis de 2, comme s'il réalisait enfin que tout ce qu'il croyait tenir venait de s'effondrer. Un silence pesant s'abattit sur le hall. Les yeux de Riley se relevèrent.
Son regard croisa celui de Green. Il n'y avait pas de pression dans ses yeux, seulement une demande, une confiance absolue, une urgence. « Madame, dit-il doucement, nous sommes immédiatement prêts. Il nous faut votre décision maintenant. » Le cœur de Riley se serra. Elle pensait aux nuits passées ici, à laver les sols, à corriger des erreurs administratives qu'on lui reprochait pourtant, à subir des remarques méprisantes parce qu'elle parlait peu, parce qu'elle n'élevait jamais la voix. Elle pensa à son passé, à ce qu'elle avait abandonné, à ce qu'elle avait perdu. Puis, lentement, elle souffla. « Donnez-moi une radio. » Et les constantes du capitaine Keane en direct. La réaction fut immédiate, comme si tout dans la pièce avait retenu son souffle. Sutton chancela légèrement, un rictus de panique traversant son visage. Riley, elle, sentit quelque chose se remettre en place à l'intérieur d'elle-même. Une pièce qu'elle croyait perdue, une partie de son être qui n'avait jamais cessé d'attendre ce moment. Elle n'avait pas encore accepté de partir, mais elle venait de cesser de fuir. Le rotor hurlait encore lorsque Riley monta à bord, mais cette fois, le son ne la submergeait plus. Il glissait contre elle comme une vieille connaissance retrouvée. La porte coulissa brusquement derrière elle, enfermant le monde civil à l'extérieur. L'air changea instantanément. Plus dense, saturé d'odeurs d'huile, de métal chaud, de tension opérationnelle. Une table pliante fixée contre la paroi vibrait sous les rafales. Des harnais cliquetaient. Des faisceaux rouges découpaient les silhouettes des soldats penchés sur leurs instruments. Elle s'assit, s'attachant sans réfléchir, ses doigts reproduisant des gestes qu'elle n'avait pas répétés depuis des mois. Le sol sous ses bottes tremblait, mais ce tremblement-là, elle le connaissait. Il n'avait rien de terrifiant. Il annonçait simplement que les décisions à venir seraient vitales. Le chef d'équipe, Green, lui tendit une radio cryptée. « Liaison directe avec la base, madame. Le flux des constantes arrive. » Elle la saisit, ajustant instantanément la fréquence, comme si son esprit se réactivait pièce par pièce. La voix du médecin militaire résonna, hachée par l'interférence. Pression en chute, 70/40, saturation instable, thorax rigide. Riley ferma brièvement les yeux, concentrée. Une image mentale se forma. Pas celle de Keane aujourd'hui, mais celle d'un thorax qu'elle connaissait presque par cœur. Elle visualisa l'ancien trajet de l'hémorragie, les sutures improvisées, la tension fragile autour de l'espace intercostal. Elle demanda calmement, angle de la blessure initiale, oblique, impact latéral. Alors c'est forcément supérieur à l'espace 5, vous cherchez trop bas. Un silence tendu suivit, puis une voix lointaine répondit « Reçu, recherche en cours ». Green la fixait comme s'il observait une transformation. « Vous vous souvenez de chaque détail ?»« Je n'ai jamais oublié », répondit-elle en inspectant la mallette médicale posée à ses pieds. L'hélicoptère entra dans une zone de turbulence. Le fuselage bascula légèrement, les sangles se tendirent. Riley agrippa la poignée au plafond sans perdre une seconde d'analyse. Son corps réagissait avec l'ancien réflexe d'adaptation. Respirer court, calculer l'angle, garder l'équilibre. Les cils à bord échangèrent un regard, impressionnés par son calme absolu. La mallette médicale vibrait sous les secousses. Riley l'ouvrit. À l'intérieur, le minimum vital, scalpel compact, solution saline, seringue, écarteur thoracique pliable, lampe frontale. Elle fit glisser ses doigts sur chaque outil avec la précision d'une horlogère. « Il manque un système de réchauffement haute intensité », dit-elle sans lever les yeux. « S'il est en hypothermie, la coagulation va s'effondrer. »« On vous en prépare un à l'arrivée, » répondit Green. « Et j'aurai besoin de 2 médics prêts à perfuser manuellement si la pompe lâche. Je les ai déjà désignés. » Elle n'avait pas remarqué qu'il la regardait avec un mélange de soulagement et de respect brut. Comme si, en quelques minutes, elle était redevenue l'ombre d'une légende qu'ils avaient étudiée dans les rapports internes, une figure dont les détails étaient presque classifiés. Une turbulence plus forte projeta un sac contre la paroi. Riley se pencha pour le retenir, son mouvement fluide comme celui d'un sportif entraîné. Elle ne grimaça même pas lorsque sa tête heurta légèrement la paroi. Les soldats échangèrent encore un regard. Cette femme, qui semblait si fragile dans son uniforme d'infirmière, tenait maintenant sous pression mieux qu'eux. La voix de la base retentit de nouveau. « On a trouvé. Artère intercostale supérieure, possible lésion compressive. L'hémorragie n'est pas visible sous les scans. » Riley hocha la tête. « Normal. La paroi fibreuse crée une poche,
Ne touchez plus rien avant mon arrivée. Et j'y reçus. Elle resserra ses sangles. L'hélicoptère approchait de la zone militaire. À travers le hublot, des lumières tondulures tremblantes apparaissaient dans la nuit. La piste improvisée, les silhouettes qui couraient, les signaux lumineux. L'air changea encore, plus sec, plus chaud. Le bruit du rotor devenait un marteau insistant. Green s'agenouilla devant elle pour lui attacher un harnais supplémentaire, ses gestes précis, presque cérémoniels. 14 minutes, madame. C'est suffisant, répondit-elle. Son ton n'avait plus rien de tremblant. Il était revenu, ce ton, droit, froid, équilibré. Le ton d'un médecin qui avait déjà opéré sous le feu au milieu de la nuit avec une lampe défaillante et un chargeur de fusil posé près du genou. Sa respiration se calma. Ses épaules cessèrent de trembler, sa vision se resserra, nette. Le monde civil, avec ses humiliations et sa bureaucratie, semblait déjà loin derrière. Ici, personne ne la jugeait. Ici, chaque compétence comptait. Chaque seconde avait un poids réel. Une secousse annonça l'approche finale. L'hélicoptère descendait. Riley ajusta sa lampe frontale, respira profondément et se prépara. Elle n'était plus l'infirmière silencieuse de Sainte Méridiane. Elle redevenait Riley Carter, médecin combattant, officier, dernier rempart entre la vie et la mort. La descente fut brutale, presque verticale. Le sol se rapprochait en taches mouvantes, sable sombre, éclats de métal, silhouettes courant sous les projecteurs. Le souffle brûlant du désert traversa l'ouverture alors que l'hélicoptère n'était pas encore posé. À l'instant où les patins touchèrent à la terre, Riley sentit la chaleur lui frapper le visage, une chaleur mêlée d'odeurs, de carburant, de terre brûlée et de fumée fraîche. Ce n'était pas seulement une base, c'était une zone frappée récemment. Les soldats sautèrent au sol avant même la stabilisation complète. Green descendit d'un bond, puis se tourna vers elle, levant un bras pour lui faire signe. Riley dégrafa son harnais, attrapa sa mallette et sauta à son tour. Le choc la secoua, mais son corps s'ajusta instantanément. Les rotors fouettaient encore le sable en rafales aveuglantes. Elle plissa les yeux et suivit les silhouettes qui couraient vers une tente médicale renforcée. Autour, l'activité était frénétique. Cris brefs, ordres, signaux lumineux, soldats blessés transportés à toute vitesse. Un véhicule blindé fumait à quelques mètres, son blindage perforé par un impact récent. On sentait que la situation n'avait rien de théorique. Elle arrivait au cœur d'un chaos actif, celui qu'elle avait autrefois maîtrisé avant de tout fuir. Un officier surgit devant elle, haletant, casque fendu. « Lieutenant-commandante Carter », elle acquiesça. « Par ici. Le capitaine Keane est instable. » Ils traversèrent un couloir improvisé entre deux tentes. Le sol était encore humide de sang, malgré les bassines renversées. Des soldats en blouse tâchèrent de dégager le passage. Des voix paniquées s'élevaient. « On perd le pouls. Vasopresseur prêt. » Lorsqu'elle entra dans la tente de trauma principale, elle sentit immédiatement la différence. L'air y était plus dense, plus lourd. Les moniteurs saturèrent d'alarmes. Keane était allongé sur une table inox, attachée pour éviter tout mouvement. Son visage, couvert de poussière et de sang séché, était presque méconnaissable, mais ses yeux, mi-clos, suivaient encore les voix autour de lui. Riley se figea une demi-seconde, puis son corps prit le relais. Elle s'avança, posant sa mallette sur la table voisine. « Donnez-moi le bilan complet. » Un médicile répondit aussitôt, sans discuter, hémorragie interne suspectée, pression effondrée, hypoventilation. Lésion probable sous la cicatrice ancienne, mais impossible à visualiser correctement. Le major Thornton pensait ouvrir plus bas. Thornton se retourna brusquement. Un homme massif, blouse tachée, les traits crispés par la fatigue et la frustration. « Vous ne pouvez pas intervenir ici, » dit-il sèchement. « Vous êtes personnel civil. » Riley ne leva même pas les yeux. Elle posait déjà sa main sur le thorax du capitaine, calculant la rigidité, la tension, les zones de vibration. « Je suis ici parce qu'il l'a demandé. Vous avez cherché trop bas. »« Je sais ce que je fais, » répliqua Thornton d'une voix trop forte. « Alors pourquoi l'hémorragie continue-t-elle » répondit-elle doucement. Le silence suivit, lourd et immédiat. Elle retira sa main et annonça d'une voix nette « La poche hémorragique est supérieure, collée à la paroi fibreuse de l'ancienne blessure. Si vous ouvrez en procédure standard, vous l'éventrez. Vous perdez le patient en moins de 30 secondes. » Thornton ne trouva rien à répondre. Les médics échangèrent un regard nerveux.
Riley sentit l'adrénaline commencer à circuler, mais pas comme autrefois. Cette fois, c'était un calme précis, focalisé. Elle enfila des gants. Préparez l'écarteur militaire. 2 médics ici et ici pour la pression manuelle. Pompe prête. Les soldats s'exécutèrent immédiatement, comme si son autorité n'avait jamais disparu. Keane ouvrit légèrement les yeux. Sa voix n'était plus qu'un souffle. « Riley, tu es venu. Tais-toi, Jordan. Tu économises ton air. Je m'occupe du reste. » Elle plaça ses instruments. Les alarmes montaient. La saturation chutait encore. « On y va, » dit-elle. Elle incisa avec une précision millimétrée. Un des médics inspira brusquement en voyant la quantité de sang qui jaillit, beaucoup plus que prévu. Riley ne recula pas. Pression ici. Maintenant. Les mains se positionnèrent. Plus fort. Encore. Le flux diminua légèrement. La chaleur dans la tente monta d'un cran. Le temps se resserrait. Riley glissait ses doigts à l'intérieur avec une délicatesse presque impossible dans une urgence pareille. Elle palpait, repérait, analysait en silence. Puis elle trouva. Une zone minuscule, rigide, prête à céder. Là, dit-elle, c'est ici. Tenue de pression. Scalpel prêt. Prêt. À mon signal. 1, 2. Elle coupa. Une poche sombre éclata sous la lame. Le sang s'écoula brutalement. Aspiration. Les médics se ruèrent. Riley pinça, stabilisa, compensa. Ses mouvements n'avaient rien d'une improvisation. Chaque geste semblait avoir été répété 1000 fois. Puis, les moniteurs changèrent. D'abord un bip irrégulier, puis un rythme un peu plus stable. La pression remonta de quelques points. Continuez. Maintenez. Encore. Elle fixait rapidement le pansement interne, renforçait la zone, suturait assez pour empêcher un nouvel effondrement. 1 minute passa. Puis 2. Les courbes se stabilisèrent. Riley retira lentement ses mains, le souffle court mais mesuré. « Il est stable », dit-elle, pour l'instant. Les soldats autour d'elle s'immobilisèrent, comme si une tempête venait soudain de cesser. Certains fermèrent brièvement les yeux. D'autres laissèrent tomber leurs épaules, épuisés. Thornton la regardait, bouleversé, incapable de nier ce qu'il venait de voir. Riley essuya son front du revers du poignet. Son souffle tremblait un peu. Mais dans ses yeux, quelque chose s'était rallumé. Quelque chose qu'elle croyait perdu, enfoui, à jamais. Elle venait de ramener un homme du bord du gouffre. Et pas n'importe lequel. Jordan Keane. La lumière dans la tente vibrait légèrement, comme si l'air lui-même avait du mal à se remettre du chaos. Riley se redressa à peine, mais elle n'avait pas le temps de savourer la stabilisation. Une brusque chute du rythme cardiaque fit exploser une nouvelle alarme. Le souffle de Keane devint irrégulier, trop court, trop dur. « Non, pas maintenant », murmura-t-elle. Elle se pencha de nouveau, les doigts glissant sur la suture provisoire. Une fine ligne de sang perlait encore, minuscule, mais suffisante pour tout renverser. L'hémorragie principale était contrôlée, mais les tissus cisaillés bougeaient sous l'effet de chaque respiration. Dans une salle d'opération complète, elle aurait eu des capteurs, des pinces fines, des coagulants spécialisés. Ici, elle n'avait qu'un set compact et 2 médics à bout de souffle. « On perd la pression !» cria l'un d'eux. « Je vois », répondit-elle, déjà en train d'adapter son plan. Une secousse extérieure fit vibrer toute la structure. Un bruit sourd, lointain, indiquait qu'au-delà de la base, quelque chose explosait encore. Les voix dehors s'élevèrent, tendues. Contact probable. Restez couverts. La FOB n'était pas sécurisée, mais Riley n'avait pas le luxe d'y penser. Elle approcha sa lampe frontale, baissant la luminosité pour discerner les nuances du tissu. Aspiration. Maintenant. Le médic actionna l'appareil. Le sang se retira, révélant une zone fibreuse, serrée, prête à rompre. Riley inspira. Elle connaissait cette configuration. Elle l'avait vue une seule fois. La nuit où Rescue 12 avait été décimée. Un vertige la saisit. Le sable rouge, les cris étouffés par les explosions, la lourdeur des corps qu'elle n'avait pas pu ramener. Tout cela s'imposa avec une violence soudaine. Sa main trembla à peine, mais suffisamment pour qu'elle la referme aussitôt en un poing dur. « Carter ?» demanda Green inquiet. « Ça va ?» dit-elle, presque sèchement. « Continuez la pression. » Elle réinséra ses doigts avec une délicatesse extrême. Un frisson parcourut les médics. Ce geste-là n'était pas enseigné.
C'était une intuition chirurgienne née dans la poussière du combat. Elle trouva la zone de tension secondaire, une artère fine, prête à se déchirer sous la contraction musculaire. Si elle explosait, Keane n'aurait aucune chance. « Je vais devoir la pincer, » dit-elle, à la main. « C'est impossible à cette profondeur, » protesta le médic. « Rien n'est impossible. Fixez la lampe, stabilisez, ne respirez pas trop fort. » Elle glissa 2 doigts, cherchant la micro-poche entre les fibres. Son poignet protestait. La chaleur étouffante de la tente lui collait la peau. Le sable soulevé par les rotors se déposait sur leurs gants, mêlé à la sueur. Puis elle sentit la pulsation, faible, fragile, mais localisée. Voilà. Elle pressa. La pulsation se calma. Le médic lâcha un souffle qu'il retenait depuis trop longtemps. Préparez le fil, ne le tendez pas trop vite. Elle pinça, stabilisa, s'orienta à la seule mémoire tactile. 3 sutures rapides, précises, parfaitement alignées. Aucun chirurgien de bloc n'aurait tenté ça sans assistance visuelle. Mais Riley n'avait jamais eu peur du noir du terrain. Elle y avait appris à créer sa propre lumière. Le rythme cardiaque de Keane remonta doucement, fragile mais réel. « Continuez, » murmura-t-elle. « Encore. »« Oui, c'est ça. » La tente vibra soudain sous un choc extérieur. Les lampes basculèrent. Une partie du matériel tomba au sol. Les médics crièrent « Mortier dehors !»« On n'abandonne pas !» répliqua Riley. Elle couvrit la plaie de son bras, par réflexe, protégeant la zone comme si son propre corps était un bouclier. La vibration se calma. Les bruits refluèrent. Dans cet instant suspendu, elle sentit son cœur battre à l'unisson avec celui de Keane sous ses doigts. « Suture finale », dit-elle. Elle ferma la poche hémorragique, solidifia la zone, puis plaça un pansement compressif externe. Les moniteurs affichèrent un rythme lent mais stable. La pression remonta de quelques unités supplémentaires. Un soulagement presque palpable envahit la tente. Le major Thornton s'appuya contre une table, incapable de dire un mot. Les médics essuyèrent leur front trempé. Green expira comme après un tir auquel il avait survécu de justesse. Riley resta un instant immobile, penché sur Keane, attendant le moindre signe négatif. Rien. Les courbes se stabilisaient, les alarmes se taisaient. Elle retira enfin ses gants, les mains encore tremblantes de tension, mais son regard était redevenu clair, brûlant, vivant. Elle avait vaincu l'hémorragie, elle avait vaincu la panique, elle avait vaincu le souvenir. Un médic murmura, presque en prière, « Vous êtes incroyable. »« Non, » répondit-elle, « je fais ce qui doit être fait, rien de plus. » Elle posa une main sur l'épaule de Keane sans un mot. Il respirait. Il revenait. Et elle aussi. Lorsque Riley sortit enfin de la tente médicale, l'air nocturne lui frappa le visage comme une vague brûlante. Le sol vibrait encore sous les répercussions lointaines d'un impact récent, mais la base semblait avoir retenu son souffle. Des soldats, occupés quelques minutes plus tôt à courir dans tous les sens, se tournèrent vers elle en la voyant apparaître. Le murmure se propagea aussitôt. Elle l'a stabilisé. Keane vit encore. Carter est de retour. Green marcha derrière elle, son casque sous le bras, comme un officier escortant une haute autorité. Il n'ajoutait rien, mais l'expression sur son visage suffisait, respect pur, sans nuance. Le major Thornton émergea à son tour, le regard encore secoué par ce qu'il avait vu. Il croisa Riley devant l'entrée de la tente, cherchant ses mots, puis inclina simplement la tête, incapable de contester l'évidence. Il n'avait pas été humilié. Il avait été dépassé, et il le savait. Au centre de la FOB, des soldats s'alignaient déjà, attirés par la rumeur. La scène prit une ampleur inattendue. On éteignit plusieurs projecteurs pour réduire la lumière directe sur la zone médicale, ne laissant que les balises bleues et les flammes lointaines des brûleurs. Dans cette semi-obscurité, un homme massif s'avança, le colonel Shepard, commandant de la base. Sa présence imposait un silence immédiat. « Lieutenant-commandante Riley Carter ?» demanda-t-il d'une voix grave. Elle s'arrêta net. Cela faisait presque 2 ans que personne ne l'avait appelée ainsi, encore moins un officier de ce grade. « Oui, monsieur », répondit-elle, presque mécaniquement. Le colonel l'observa longuement. « Je pensais que vous étiez morte », dit-il sans détour. « On nous avait dit que Rescue 12 n'avait pas survécu. » Une tension étrange parcourut la base. À la simple mention de cette unité, plusieurs soldats échangèrent des regards. Le nom avait un poids particulier.
celui d'une mission classifiée dont presque rien n'avait filtré. Riley resta droite, mais ses doigts se contractèrent légèrement. « J'étais la seule, monsieur. » Shepard inspira profondément, comme frappé par l'ampleur de ce constat. « J'ai vu votre dossier, » ajouta-t-il, « et j'ai vu ce que vous venez de faire. Sauver un homme dans ces conditions, c'est au-delà de l'expertise, c'est de l'instinct de survie maîtrisé. Vous avez servi votre pays aujourd'hui, lieutenant-commandante, et vous l'avez fait avec un courage que peu possèdent. » Il se tourna vers les soldats regroupés autour d'eux. Personnel de la FOB Grant, en position. En une fraction de seconde, les SEALs, les logisticiens, les médics, les opérateurs radio se mirent en formation, alignés parfaitement, malgré la fatigue, les blessures, le sable qui brûlait leur peau. « Présentez armes !» lança Shepard. Le claquement simultané de dizaines de bottes résonna dans la base, net, sec, solennel. Les mains montèrent à la visière des casques dans un salut impeccable. Les silhouettes immobiles se découpaient dans la nuit éclairée par la poussière en suspension. Riley resta figée. Elle n'avait jamais imaginé recevoir un tel hommage. Pas pour elle. Pas pour une opération improvisée dans une tente. Pas après Helmand où personne n'avait salué les morts de Rescue 12. Ses yeux se brouillèrent légèrement malgré sa volonté de rester droite. Elle inspira, dressa les épaules et rendit le salut. Lentement, précisément, avec le respect que méritait chaque soldat aligné devant elle. Le bruit qui suivit fut moins un son qu'un souffle collectif, un exutoire, comme si la base entière venait de reprendre vie. Shepard s'approcha alors d'elle, sa voix redevenue plus douce, mais toujours empreinte d'autorité. « Vous ne comprenez peut-être pas la portée de ce que vous venez de faire, Carter. Vous avez restauré plus qu'une vie, vous avez restauré la confiance d'une unité entière. » Riley baissa légèrement les yeux, secoué. « J'ai juste fait ce que je devais, monsieur. » « Ceux qui disent ça, » répondit Shepard, « sont généralement ceux qui méritent le plus d'être salués. » Un soldat s'approcha en courant, essoufflé, tenant une tablette tactique. « Monsieur, les médias civils parlent déjà de l'hélicoptère ayant atterri au Sainte Méridiane. On demande des explications. » Shepard serra les mâchoires. « La nouvelle va éclater, alors. » Il regarda Riley. « Vous êtes sur le point de devenir le cauchemar de ceux qui vous ont prise pour une figurante. Préparez-vous. » Elle resta immobile, silencieuse, tandis qu'autour d'elle, les soldats commençaient à se disperser, mais toujours en la saluant au passage. Certains baissèrent la tête en signe de gratitude. D'autres murmuraient un simple « Merci, Maham ». Riley sentit alors tout le poids de ce qui venait de se jouer, sa vie civile, son anonymat, sa fuite n'existaient plus. Elle n'avait pas cherché la reconnaissance et pourtant la reconnaissance venait de la trouver avec la force d'un projecteur militaire en pleine nuit. Au loin, dans la chaleur tremblante de la base, elle aperçut la tente médicale où Keane, vivant contre toute attente, respirait encore. Et pour la première fois depuis Helmand Ridge, elle sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur, quelque chose qui ressemblait à un retour. La base s'était apaisée, mais une tension flottait encore dans l'air. Comme si chaque soldat devinait que ce qui venait de se passer dépasserait bientôt les frontières de la FOB. Riley, resté près de la tente médicale, observait le calme fragile qui avait remplacé le chaos. Le sable reflétait la lumière des projecteurs, projetant sur le sol des formes mouvantes. Elle se tenait droite, mais intérieurement, elle cherchait encore son souffle. Green s'approcha, son pas plus lent qu'à l'accoutumée. « Maham, le capitaine Keane est stable. Vos sutures tiennent parfaitement. » Elle hocha simplement la tête. « Je veux un suivi toutes les 10 minutes. S'il y a une variation, même minime, je veux le savoir immédiatement. » Bien reçu. Il y avait dans sa voix quelque chose d'étrange. Une familiarité nouvelle, un respect qui ne ressemblait pas à celui de l'hôpital civil. Ici, chaque mot qu'elle prononçait avait du poids. Une silhouette se profila alors dans la lumière. Un officier en uniforme impeccable, portant des dossiers sous le bras. « Lieutenant-commandante Carter ?»« Présente, » répondit-elle sans réfléchir. Il lui tendit une enveloppe scellée, frappée du sceau de l'Office of Naval Operations. « Ordre de mission urgent. Votre présence est requise pour évaluation et réaffectation immédiate. Transport prévu demain à 0700. » Riley resta un instant immobile, le document entre les doigts. Réaffectation. Le mot la heurta comme un rappel brutal de la vie qu'elle avait tenté de fuir.
Je n'ai pas fait de demande de retour au service, dit-elle d'une voix plus sèche que prévu. Ce n'est pas une demande, madame. C'est une convocation directe du commandement supérieur. Il la salua et repartit aussitôt, laissant derrière lui un silence lourd. Green s'humecta les lèvres, comme s'il n'osait poser la question. « Vous allez accepter ?» Elle détourna le regard. « Je ne sais pas encore. » Mais au fond d'elle, elle savait. Un appel militaire de ce niveau n'était pas une proposition, et quelque chose en elle, quelque chose qu'elle croyait brisé, se redressait à cette idée. Elle se rendit ensuite à la tente médicale, attirée comme par une force instinctive. À l'intérieur, l'éclairage tamisé enveloppait Keane d'une lueur pâle. Il respirait lentement, mais son visage avait retrouvé un peu de couleur. Un médic s'effaça en la voyant, presque comme si elle était une figure d'autorité supérieure. Elle s'approcha de la table. « Jordan, » murmura-t-elle. Ses paupières frémirent. Il lutta, puis ouvrit légèrement les yeux. Sa voix n'était qu'un souffle. « Tu as tenu ta promesse. » Elle sentit sa gorge se resserrer. « Je n'ai abandonné personne, Jordan, pas cette fois. » Un faible sourire étira ses lèvres, douloureux mais sincère. « Je savais que tu viendrais, même si tu avais disparu. » Elle resta silencieuse. Les mots qu'elle aurait voulu dire étaient trop lourds pour franchir ses lèvres. « J'ai signé un ordre, » continua-t-il faiblement, avant de perdre connaissance. « Si quelque chose m'arrive, appelez Carter. » Personne n'a compris. Mais moi, je savais. Elle posa une main sur la sienne, chaude malgré la fatigue. « Repose-toi. Tu es sorti du danger. » Elle quitta la tente avec un poids nouveau sur les épaules. Pas celui de la culpabilité, mais celui de la responsabilité retrouvée. Plus tard, une réunion improvisée eut lieu dans le poste de commandement. Shepard s'y trouvait, accompagné de 2 officiers des transmissions et d'un représentant du commandement médical. À la vue de Riley, ils se levèrent comme un réflexe. « Asseyez-vous », dit-elle, mal à l'aise devant tant de déférence. « C'est vous qui êtes à l'honneur, » répondit Shepard. « Nous devons discuter de votre ordre de convocation. » Sur la table, ils déplièrent le dossier. On y lisait une proposition de promotion immédiate au grade de commandeur, accompagné d'un rôle inédit, architecte principal des doctrines médicales avancées. « Vous comprenez ce que cela représente ?» demanda Shepard. « J'en ai une idée. C'est plus qu'un poste, c'est la possibilité de repenser toute la médecine de terrain, de transmettre ce que vous seul avez appliqué sur le feu, ce que vous avez fait ce soir. Aucun manuel ne le prévoyait. » Elle resta silencieuse. Les images se bousculaient dans sa tête, le hall de l'hôpital, les moqueries, l'invisibilité forcée, la fuite déguisée en modestie, et maintenant cette salle militaire où chaque personne la regardait comme un moteur, un repère, un standard. « Pourquoi moi ?» finit-elle par demander. Shepard répondit sans hésiter. « Parce qu'on n'entraîne pas quelqu'un à faire ce que vous faites. On apprend de vous. » La phrase résonna en elle comme un choc. Elle sentit une chaleur monter dans sa poitrine, non pas d'orgueil, mais de reconnaissance, de légitimité retrouvée. Elle resta un long moment silencieuse, absorbant le poids de la décision qui s'imposait. Puis elle se leva. « Dites qu'au commandement que je serai au transport de 0700. » Shepard hocha la tête, satisfait, mais respectueux. En quittant le poste, Riley marcha jusqu'à la zone extérieure, où le vent chaud du désert soulevait légèrement la toile des tentes. La nuit semblait moins sombre. Au loin, les lumières de la FOB brillaient comme un champ d'étoiles terrestres. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait plus perdue. Elle se sentait de retour. Le soleil déclinait lentement sur la grande base aérienne, traçant des lignes dorées sur les hangars, les hélices immobiles et l'asphalte chauffé par la journée. Riley avançait d'un pas mesuré. Son nouveau uniforme impeccablement ajusté, le col marqué du grade qu'elle n'avait jamais imaginé porter à nouveau, commandé. Le tissu pesait sur ses épaules comme une promesse autant qu'un rappel. Promesse de reconstruction, rappel du prix payé. Près du tarmac, un Apache Hawk médical flambant neuf l'attendait, entouré d'une petite équipe logistique. On pouvait presque y sentir l'odeur du métal neuf, mélangée à celle du carburant prêt à s'enflammer. Ce n'était pas l'hélicoptère d'une extraction désespérée, c'était un outil conçu pour l'avenir, un symbole de ce qu'elle allait bâtir. Jordan Keane était là, debout malgré la fatigue, appuyé sur une béquille, son visage encore pâle, mais ses yeux clairs, vivants.
Lorsqu'il la vit approcher, un sourire discret apparut sur ses lèvres, un sourire qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. « Commandez Carter », lança-t-il d'une voix un peu rauque mais stable. « Je suis ravi de constater que la Navy a enfin rattrapé son retard. » Elle s'arrêta face à lui, puis souffla avec une ironie contenue. « Je ne suis pas certaine d'avoir demandé cette promotion. »« Peut-être pas, » répondit Keane. « Mais elle vous attendait, et tout le monde le savait, sauf vous. » Elle baissa légèrement le regard, mais ses épaules restaient droites. Une partie d'elle refusait encore d'admettre qu'elle méritait cette place. Une autre commençait à comprendre qu'elle ne la devait à personne d'autre qu'à son propre courage. Un officier plus jeune s'approcha avec un dossier électronique. « Commandez, voici les documents finaux concernant le programme Carter Protocol. Le premier cycle d'entraînement débute dans 3 semaines. » Elle parcourut la tablette du regard. Les termes étaient donc clairs. Elle allait former les médecins qui interviendraient en première ligne, ceux qui auraient à improviser, à agir avec audace, à choisir vite, ceux qui auraient besoin de ce qu'elle avait dû apprendre seule dans la poussière d'Helmand. Elle rendit la tablette. « Très bien, on commence avec des simulations tactiques réelles, pas de salle blanche ni de mannequins statiques. Ils verront le chaos avant de le rencontrer. » L'officier hocha la tête, presque intimidé. Keane ajouta doucement « Tu vas changer la manière dont on sauve des vies. » « Non, je vais juste empêcher que d'autres vivent ce que j'ai vécu. C'est déjà beaucoup. » Ils marchèrent quelques pas sur le tarmac. Le vent du soir soulevait légèrement leurs uniformes, et les ombres s'allongeaient derrière eux. Les avions au loin, alignés comme des silhouettes métalliques, donnaient à la scène un air étrangement apaisé. « Tu sais, » dit Keane, « quand la rumeur est parvenue à l'hôpital, tu as fait exploser leur système. » Elle eut un léger sourire. « Je ne voulais pas faire de bruit. Et pourtant, tu en as fait. Le genre de bruit qu'on n'oublie pas. Sutton n'oubliera pas, ça c'est sûr. Personne n'oubliera. » Riley soupira. « J'aurais préféré que cela n'arrive pas ainsi. Je ne voulais humilier personne. » Keane secoua la tête. « Tu n'as humilié personne. Ils se sont humiliés eux-mêmes en refusant de voir ce que tu étais, ce que tu es. » Elle resta silencieuse. Il y avait quelque chose de vrai, de profondément vrai, dans ces mots. Elle n'avait jamais cherché la reconnaissance, mais elle ne pouvait plus nier qu'elle l'avait gagnée. Un groupe de jeunes médecins militaires traversa le tarmac à cet instant. En la voyant, ils ralentirent, se redressèrent légèrement, sans oser saluer. Ils la regardaient comme on regarde une figure qu'on a étudiée dans les rapports internes, un mythe vivant soudain incarné. Riley les observa s'éloigner. « Ils ne devraient pas me regarder ainsi. »« Pourquoi pas ?» demanda Keane. « Parce qu'ils doivent comprendre que ce que j'ai fait n'a rien d'extraordinaire, juste du travail. »« Non, Riley, c'était extraordinaire. » Elle détourna le regard, cherchant une réponse rationnelle. Mais il n'y en avait pas. Le vent se fit plus doux. Le soleil descendit encore. Dans la lumière dorée du crépuscule, la base semblait presque paisible, comme si le monde offrait enfin un espace où elle pouvait respirer. Riley resta immobile un moment avant de lever les yeux vers le ciel qui commençait à s'assombrir. Elle pensait à Rescue 12, à ceux qu'elle n'avait pas pu sauver, à ceux qu'elle avait sauvés malgré tout, à la promesse silencieuse qui l'avait accompagnée jusque-là. « Je ne vous ai pas oublié », murmura-t-elle dans son souffle, « je ne vous oublierai plus jamais. » Keane s'approcha légèrement, comme s'il avait deviné à qui s'adressaient ces mots. « Il serait fier de toi. » Elle ferma les yeux une seconde, puis hocha la tête. « Peut-être. Cette fois, je ferai en sorte que rien ne soit perdu. » Elle inspira profondément. Le jour mourait, mais quelque chose, en elle, venait de renaître. Commander Riley Carter ne fuyait plus. Elle avançait, enfin.